Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 24. Et oui, j'ai compté les derniers épisodes, j'ai compté tous les épisodes depuis la sortie du premier il y a plus de 18 mois en arrière. 18 mois, 24 épisodes, on n'est pas si mal que ça au final, on n'est pas si mal que ça. Ça a fait une moyenne d'un épisode par mois, je crois que je peux m'auto-congratuler. Pour celles et celles qui débarquent aujourd'hui sur cet épisode et qui ne me connaissent pas sur la chaîne, je m'appelle Sophie Auger, je suis ce qu'on appelle une multi-entrepreneuse. C'est-à-dire que j'ai plusieurs casquettes. Je suis donc la créatrice de cette chaîne de podcast spécialisée dans le développement personnel et la spiritualité, mais je suis également autrice. J'ai publié une douzaine de romans. Le prochain sort cette année, dont 2 best-sellers numériques qui sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Et j'ai également une chaîne Instagram que j'anime de temps à autre et surtout sur laquelle je tire les cartes et vous pouvez prendre rendez-vous pour moi avec en consultation en suivant toutes les petites, les petites instructions de cette page. Voilà, bon, un petit peu pour les présentations, mais en général, les gens qui attendent la sortie de mes épisodes me connaissent déjà. C'est pas grave, c'est un rappel pour les nouveaux, enfin un rappel pour les anciens et une présentation pour les nouveaux. Wouhou! Oh là là, ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré un épisode. J'ai l'impression que je suis plus aussi bonne qu'avant. C'est un mauvais jeu de mots. Le thème du jour me tient très à cœur et je l'illustre parfaitement au moment où j'enregistre cet épisode. Le thème du jour, c'est avoir le courage de changer de vie. Et si je vous dis que je l'illustre parfaitement au moment même où je vous parle, c'est parce que nous sommes actuellement le 11 juillet. Ce sont les vacances scolaires et j'ai mes 2 petites filles de 7 et 4 ans qui sont là avec moi, qui ont décidé que c'était le moment pour se battre, pour se disputer, pour pleurer. Et ça fait justement partie des conséquences de ce changement de vie que j'ai ancré dans la matière, que j'ai choisi de mettre en place pour moi et pour mes enfants, et qui fait que parfois je travaille dans des conditions qui ne sont pas celles que j'espérais à l'instant T. On va un petit peu dérouler les choses de la manière suivante. Je vais vous parler je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode-là spécifiquement en ce moment. Quels sont les événements donc récents qui m'ont amené à me dire tiens, mais j'ai une super idée de podcast. À quoi ça m'a moi-même ramené, parce que pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, aussi bien sur Insta que ici, vous savez que j'ai divorcé, je me suis séparée il y a 3 ans et que ça a été une étape très 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 importante de mes changements de vie, de mon changement de vie, de ce grand changement de vie. J'aimerais qu'on aille un peu explorer aussi ce que j'appelle moi les phrases insupportables, les injonctions et les croyances limitantes qui nous empêchent spécifiquement de justement faire le pas pour ce changement de vie. Il faut savoir que ce podcast va surtout tourner, je pense, autour des changements de vie en lien avec quitter une relation et tout reconstruire et repartir à zéro. Mais je pense que je saurais le parsemer, les 2 mots sont très jolis. D'autres exemples en lien avec différents changements de vie, par exemple, moi je suis passée d'un statut d'employé avec un très bon salaire à un statut d'indépendante qui touche le RSA parce que j'avais envie de réaliser mes rêves. Et puis j'ai choisi de tout faire la même année de mon divorce, donc je me suis retrouvée avec rien, hein, très clairement, à devoir pratiquement faire les poubelles pour manger. Hein. J'ai été aidée par ma famille et mes amis, mais pour autant j'avais tellement d'orgueil et tellement de fierté que je n'ai pas su demander à l'aide. Mais bon, ça pourrait faire un sujet sur un autre podcast, et je vous invite d'ailleurs à écouter mon podcast sur la manifestation à ce sujet, parce que quand on accepte de demander, on reçoit, et quand on ne demande pas, on ne reçoit pas. Voilà, bon, petite parenthèse. Et j'aimerais aussi terminer cet épisode en fonction du plan que je vous déroule là, avec éventuellement des tips, des petits tips, des petits conseils et des petites manières de nous repérer ces blocages qui justement nous font croire qu'on ne pourra pas changer de vie.
Eh ben écoutez, c'est parti, on va plonger droit dans le vif du sujet. Alors, vous allez donc vous demander, enfin en tout cas ceux qui me connaissent et qui savent que ces derniers temps, je n'ai pas fait de très gros changements dans ma vie, si ce n'est repeindre mon bureau. Tiens, mais qu'est-ce qui a donc pris à Sophie pour qu'elle se décide spécifiquement à parler des changements de vie? Eh bien, je vais vous le dire, je vais casser tout de suite ce suspense insoutenable, ce suspense, pardon, parce que si je parle pas très bien français, on va pas s'en sortir. Ce suspense insoutenable, j'ai été directement inspirée par une très bonne amie à moi qui a pris la décision de quitter la personne avec qui elle vivait pour reconstruire sa vie. Ce n'est pas la première personne de mon entourage qui prend une décision aussi lourde de conséquences, parce que quand on choisit de quitter une personne, on le choisit rarement d'un accord commun. J'aimerais vraiment qu'on vive dans une époque où tous les deux protagonismes d'un couple décident d'un commun accord de se séparer pour le bien-être de l'un ou de l'autre, mais on est encore loin de cette configuration-là. Ça arrive, il y a des cas de gens qui se séparent d'un commun accord, dans l'amour, la paix et le respect, mais on est dans une époque encore où on a souvent le sentiment d'être trahi, souvent le sentiment d'être abandonné, souvent le sentiment que l'autre nous appartient et que lorsqu'il s'en va, tout s'écroule. Que ce soit émotionnellement, matériellement, monétairement parlant, etc. etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la séparation de mon ami parce que j'estime que ça lui appartient. Et justement, dans une séparation, on peut très facilement tout utiliser contre l'autre dans un élan de colère mal vécu, mal digéré. Je ne voudrais pas que ce podcast porte préjudice à la personne concernée. Mais force est de constater que dans mon entourage, selon mon point de vue, selon mon prisme, comme j'aime tant vous le rappeler, ce sont les femmes qui sont décisionnaires et qui, un beau matin, se réveillent, je ne sais pas si c'est le mot exact, et qui, après de longues réflexions et de multiples tentatives d'explication et de reconstruction, décident un beau matin qu'il en est assez et qu'il est temps de plier bagage. Peu importe les raisons, peu importe votre vision, peu importe comment vous vous positionnez, peut-être que vous avez été une personne quittée et que ce podcast vous fait grincer des dents parce que vous vous dites « Mais attends, moi je me suis battue, j'ai tout donné, je me suis sacrifiée pour ma famille. » Ben déjà là, il y a un problème, les amis. Déjà, à partir de là, j'ai envie de vous dire, il y a un souci, il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Parce que si vous avez sacrifié, si vous vous êtes battu, si vous avez tout donné, c'est que vous n'avez pas compris. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire et à comprendre à 38 ans et après un divorce chaotique. J'embrasse mon ex-mari au passage. C'est beaucoup plus facile de le voir comme ça, et puis avec la vision de la vie que j'ai actuellement, le développement que j'ai eu dans la spiritualité, mais je peux vous assurer qu'il y a quelques années en arrière, je n'aurais pas tenu le même discours. Enfin, toujours est-il, excusez-moi, je ris de mon français, que quand vient le moment je crois que les gens ne réalisent pas à quel point cela demande du courage de partir. On s'occupe souvent, très souvent, on a une tendance, j'ai l'impression dans notre culture européenne, occidentale, à très vite aller se soucier de la personne qui est quittée. Mais on oublie assez souvent que la personne qui quitte traverse aussi un tumulte incroyable, peu importe la réaction de la personne quittée en face. Parce qu'il y a des personnes qui sont quittées et qui sombrent dans une horrible dépression, mais qui pour autant n'ont pas une once de méchanceté vis-à-vis de la personne qui part.
Et puis, il y a celles qui ont qui ne maîtrisent pas leur colère, qui ne maîtrisent pas leur souffrance, dont les plus vieux traumas remontent à la surface et qui vous font vivre ce que j'appelle communément un enfer. Un enfer, tout est relatif puisque les autres ont sur nous seulement le pouvoir qu'on accepte de leur donner, mais encore une fois, pareil, c'est très facile de dire ça avec le recul. Je vous assure que moi, il y a 3 ans en arrière, au plein cœur de mon divorce, j'avais l'impression que mon ex-mari allait me tuer et qu'on allait ne jamais s'en sortir vivant l'un comme l'autre, et pourtant, c'est bien le cas. On est tous les deux vivants et on a tous les deux refait notre vie. En tout cas, moi, la mienne. Donc, tout ça pour dire que les événements récents, en fin de compte, les personnes qui m'entourent ces 3 dernières années ont toutes fait le choix de refaire leur vie, que ce soit ma meilleure amie, cette amie dont je vous parle, le conjoint de ma meilleure amie qui est devenu mon meilleur ami lui aussi par choix, hein, on me l'a pas imposé, a pris cette décision et ça a sur chacun d'entre eux des conséquences très lourdes puisque en face, ils se retrouvent avec des gens qui ne vivent pas forcément bien cette séparation. Pour autant, je ne vais pas développer le sujet ici, je ne vais pas me faire haïr encore plus de leur conjoints tous respectifs, puisque forcément, je suis l'ami, je suis l'ennemi. Alors, allez, c'est placé, c'est rigolo, ça va en faire sourire certains d'entre vous. On n'a jamais abordé mon divorce dans tous mes podcasts. On a parlé de l'adoption de mes enfants, puisque pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis maman adoptive. Vous pouvez retrouver mon podcast à ce sujet sur ma chaîne. Je suis auto-entrepreneur. Il y a bientôt un épisode qui sortira sur ça, spécifiquement, puisque ça concerne aussi mes changements de vie. Je suis écrivaine, vous pouvez trouver des podcasts sur mes livres ou des vidéos sur mon YouTube, je ne sais plus trop. J'ai vécu une relation ultra toxique sur laquelle j'ai collé une étiquette de pervers narcissique. Vous pouvez retrouver les épisodes, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai une vision totalement différente de ce qui s'est passé entre mon ex-mari et moi. Et je ne suis plus vraiment certaine que ces épisodes soient au goût du jour, mais on est sur un autre niveau de réflexion et on n'en est pas là. Pour autant, nous y voilà, nous avons rarement abordé le thème de mon divorce. Et je peux vous assurer que ça a été longtemps très compliqué pour moi de quitter Serge, mon ex-mari, et que je me suis trouvé 1001 excuses pour rester, dont la première, je l'aime, peu importe la forme de notre amour. En réalité, il n'y avait absolument pas d'amour entre Serge et moi. Il y avait une espèce de forme de dépendance affectivo-toxico qui allait dans les deux sens. Parce que pour qu'il y ait un bourreau, il faut toujours qu'il y ait une victime. Pour qu'il y ait une victime, il faut toujours qu'il y ait un bourreau. Vice-versa. Longtemps, les excuses qui me venaient étaient celles que je vous énumérerai un petit peu dans les phrases et les injonctions insupportables juste après. Mais en gros, tout ce que vous connaissez, je ne peux pas, financièrement, j'y arriverai pas, je vais pas réussir à élever mes enfants, surtout que j'étais en pleine procédure d'adoption à l'époque. Je peux pas abandonner ma maison, puisque j'étais très très attachée à la maison que j'avais. D'ailleurs, je vous invite à écouter mon podcast sur la manifestation où je vous parle de comment justement je l'ai, entre guillemets, récupéré cette maison. J'étais très attachée à mes animaux, etc. etc. Je pense que Serge et moi, on a fait 7 ans ensemble, et je pense que dès la première semaine, on aurait pu comprendre l'un comme l'autre qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Mais on a décidé, parce qu'on était tous les deux des enfants blessés, avec des enfants blessés dans des corps d'adultes, avec des traumas interminables, on a décidé pendant cette année qu'il fallait absolument qu'on prouve à l'autre, et donc à soi, qu'on méritait l'amour, qu'on méritait d'être ensemble, qu'on méritait d'être aimé, sans comprendre qu'en réalité, la seule personne à qui on devait se le prouver, lui, c'est à lui-même, et moi, c'est à moi-même. Et donc, ça a été, à partir du moment où j'ai acté et où j'ai dit à Serge, je m'en vais, et il s'y attendait pas du tout. Enfin, on avait abordé plusieurs fois le sujet, mais à chaque fois, on s'était retrouvés dans des espèces de drames passionnels. Je vous invite vraiment à regarder le film Mon Roi avec Vincent Cassel. Je crois que c'est assez parlant sur le type de relation qu'on a pu entretenir, lui et moi. Et à chaque fois, ça repartait, mais
J'étais vraiment persuadée que je n'y arriverais pas, que je n'avais pas les épaules, que je n'aurais pas les moyens financiers. J'étais en pleine procédure d'adoption et pour tout vous dire, je devais la signer en juillet et j'ai annoncé à Serge que je le quittais en juin. Donc lui, il n'était pas du tout engagé dans la procédure d'adoption, on a toujours été très clair là-dessus, il ne voulait plus d'enfants, j'en voulais, etc. etc. C'était, voilà. Mais déjà, rien que ça aurait dû tous les deux nous dire qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Lui, il voulait plus d'enfants et moi, je l'en voulais. Mais il y avait une telle peur, je pense, derrière chacun de nous deux. Alors, je parle beaucoup pour lui. Bon, je sais qu'il écoute pas mes épisodes, mais sait-on jamais. Donc, je vais arrêter parce que c'est son histoire, son parcours et ça lui appartient. Et au jour d'aujourd'hui, je suis dans un amour sincère pour lui, un amour qu'on appellerait inconditionnel, mais qui n'a rien à voir avec l'envie de repartager ma vie ou de l'avoir dans ma vie. Juste, j'ai envie de le remercier parce que sans lui et sans ce qu'on a vécu, je ne serais sans doute pas la personne que je suis aujourd'hui et je devrais me retaper une répétition de schéma que je n'ai plus du tout envie de vivre. Mais donc, pour autant, dès le début, avec des conditions pareilles, on aurait dû comprendre qu'on n'était pas bien engagé. Mais comme on est là pour parler du courage de changer de vie et pas spécifiquement de ce que Serge et Sophie ont vécu pendant 7 ans, je vais surtout vous parler de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai traversé et de comment je m'en suis détachée. Je vous l'ai dit, je le répète pour la 3e fois, pour moi, il y avait toutes ces raisons qui bloquaient, financières, affectives, parcours adoptant, les animaux. Donc moi, j'avais une très grande ferme, une vieille bâtisse bressane avec un grand parc, un étang et beaucoup d'animaux au milieu de tout ça. Mon ex-mari avait une très très bonne situation financière. Moi, je gagnais relativement bien ma vie aussi à l'époque. On avait des amis, des fréquentations, des loisirs, plus ou moins, surtout sur la fin, parce qu'au début, on ne se le permettait pas tellement on s'était enfermé. Mais bref. De l'extérieur, on était le couple qui faisait rêver, ce genre de couple que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce genre de couple toujours très bien habillé, qui part en vacances dans des hôtels 5 étoiles, qui roule dans des très grosses voitures, qui dépense énormément d'argent, qui est heureux avec 2 petites filles placées en procédure d'adoption. Alors personne n'était au courant que Serge ne voulait pas les adopter, on n'en parlait pas, parce qu'il fallait surtout maintenir l'image, on allait à des cocktails, enfin je veux dire, si vous partez de l'extrême image du couple parfait, bling bling et paradisiaque, je pense qu'on aurait pu avoir un joli rôle dans une série. Je crois qu'on est tellement dans nos sociétés attachés à l'image, attachés au qu'en dira-t-on, attachés à ce que vont penser les autres parce qu'on grandit dans cette culture-là, que ce qui me souciait, ce qui m'inquiétait le plus, c'était ce qu'allaient penser les gens. Qu'est-ce que j'allais devenir, moi, sans lui? Qu'est-ce que j'allais devenir sans Serge? Quelle identité j'allais avoir? Quelle place j'allais prendre? Qu'est-ce que j'allais devenir sans lui? Parce que toute ma vie tournait autour de lui et autour de ce qu'on avait construit. Et je pense qu'on mesure difficilement l'importance de tout ça lors d'une séparation. C'est très difficile de prendre cette décision de quitter ce que vous avez construit. Parce que c'est pas qu'un couple que vous quittez, c'est une situation, c'est des fréquentations, c'est une énergie, des projets, des rêves, parce que j'en ai eu des rêves. La maison dans laquelle je vivais avec Serge, c'était la maison de mes rêves, je peux pas le nier, c'était la maison de mes rêves. Pour autant, ma nouvelle maison, je l'aime encore plus, mais ça, j'étais pas prête à l'entendre. Les animaux qui m'entouraient à l'époque, enfin je veux dire, j'avais un étang avec des cygnes noirs, des canards, des oies, enfin c'était le grand luxe. Et je sais plus ce que je disais, j'ai été coupée entre guillemets justement par mes filles qui sont arrivées maquillées de la tête aux pieds dans mon bureau. C'est exceptionnel. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu
longtemps comme objectif d'avoir une vie avec une très grande aisance financière, avec l'impression, voilà, les croyances limitantes de ma famille étaient vraiment axées sur le fait que la réussite, c'était d'épouser un homme très riche et d'avoir une situation excellente. Et j'ai construit une fausse image totalement autour de ça, hein. Et ce qui a été le plus dur, je vous donne mon exemple, mais ça s'applique dans plein de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir la maison et l'aisance financière que j'avais. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est mon cas et mon expérience. Euh, Ça a été vraiment très dur pour moi de me détacher. C'est comme si j'avais tout loupé en fait. C'est comme si j'avais loupé ma vie entière. Et ça s'applique pour plein de choses. Que votre objectif dans la vie, c'était d'avoir un couple avec plusieurs enfants et que vous décidiez de vous séparer, que c'était de vivre à l'étranger, que c'était de construire sa ferme autogérée, peu importe. Moi, mon objectif, c'était l'opulence financière, la grosse maison, la grosse bagnole. Voilà, j'ai eu tout ça, j'ai construit tout ça, mais en réalité, ça me correspondait tellement pas. Pour autant, j'aime toujours autant l'argent, ne vous inquiétez pas. Mais euh, c'était comme si j'avais échoué et on n'imagine jamais à quel point on est envahi d'un sentiment total d'échec lorsque on se rend compte que toute notre vie est une illusion et qu'il est grand temps de mettre fin à cette illusion. Je peux parler du cas de ma meilleure amie, hein, parce que je sais qu'elle m'en voudra pas. Elle, justement, si vous n'avez pas lu mon roman Un été au jardin, je vous invite vraiment à le découvrir parce que vous pourrez découvrir Ashley à travers ce roman et la vie qu'elle avait avant avec son ex-compagnon et l'endroit merveilleux qu'ils ont créé tous les deux. Et je peux pas raconter toutes les anecdotes de sa vie parce que c'est à elle de le faire et sûrement pas à moi, mais toujours est-il qu'elle a construit ce qui lui semblait être son idéal à elle, tout comme j'ai construit le mien, et qu'un beau matin, elle a rencontré quelqu'un et qu'elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle avait construit n'était qu'une illusion et que elle s'était jamais vraiment choisie et elle a abandonné tous ses projets et elle a tout recommencé à zéro par amour pour quelqu'un. Euh, En ce qui me concerne, j'ai tout abandonné par amour pour moi. Mais je crois qu'abandonner quelque chose par amour pour quelqu'un d'autre, c'est aussi abandonner quelque chose par amour pour soi, puisqu'on choisit de s'offrir une autre forme d'amour. Tout revient toujours à soi. Et vraiment, je me souviens à quel point elle a traversé ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, où elle a réalisé qu'en fait, elle laissait derrière elle un projet de 9 ans, plus de 30 chevaux, des hectares de terrain, la maison dont elle rêvait, etc. etc. Et vous voyez, c'était pas l'opulence financière pour elle, mais elle, c'était l'opulence de la plénitude du paradis. Vraiment, j'ai écrit Un été au jardin quand je passais mes journées à squatter dans l'écurie qui en est inspirée et qui était la sienne et qui aujourd'hui appartient à son ex-conjoint. Et c'est marrant de voir à quel point ce qu'on croit être un monde merveilleux et un idéal, le jour où on se réveille et où on se confronte à soi, ne s'avère être qu'un château de cartes prêt à s'écrouler. Et j'insiste vraiment, je sais que ça va pas faire plaisir aux gens qui se sont retrouvés quittés, mais je vous assure que de quitter est tout aussi, voire plus dur que de se faire quitter. Et c'est terrible parce que ce que je vous disais là en début d'épisode, c'est que on a tendance quand on est quitté à déclencher chez les autres le syndrome du sauveur. Oh le pauvre, oh la pauvre, tu te rends compte, il est parti, elle est partie, elle se retrouve seule, il se retrouve seul. Mais vous vous rendez pas compte à quel point on se retrouve seul aussi quand on part, même si on part pour quelqu'un, même si on part pour une autre ville, même si on part pour une autre personne, même si on part pour soi. Et moi, je me suis retrouvée face à moi-même et c'était le vide. C'est comme si j'étais au milieu du néant et qu'il n'y avait plus rien. Alors, en plus de ça, je sortais d'une histoire complètement chaotique, complètement sombre, où Serge et moi, on s'était enfermés dans une espèce d'énergie démoniaque, autodestructrice, horrible. Mais il y a pas besoin de ça pour que ce soit douloureux, pour que ce soit terrible et pour que ce soit... euh, ça nous semble insurmontable, vraiment. Et donc, on en vient un peu à cette partie que j'ai envie de développer avec vous, à savoir les phrases insupportables qu'on peut entendre dans ces moments-là, les injonctions, les exemples, les croyances limitantes du style
mais pourquoi tu pars? T'as tout pour être heureux. Alors ça, c'est les phrases des autres qui viennent s'imprégner dans votre cerveau. Donc vous allez les reconnaître, hein, pour ceux qui ont traversé ça, ou pour ceux qui, justement, s'interrogent sur est-ce que je dois tout partir, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux briser une famille? Tu t'imagines comme tes enfants vont souffrir, mais tu te rends compte les anses financières que t'as là. Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, bah écoute, même si vous vous tapez dessus, même s'il te tape dessus, tu vis quand même dans un château, quoi. Donc, serre les dents. Mais le pire, c'est que cette injonction-là, je me la suis mise longtemps dans la tête. Hein. Donc, parce que pour moi, je pouvais serrer les dents par rapport à la violence de notre quotidien, puisqu'en contrepartie, j'avais justement une aisance financière. Euh, mon amie dont je vous ai parlé et qui m'a inspiré cet épisode, elle avait un train de vie très calme. Son ex-conjoint, il est très calme. Il est très effacé. On l'entend pas. On le voit pas. On lui demande un service, il va toujours nous le rendre. Alors tout le monde lui a dit, mais pourquoi? Pourquoi tu t'en vas? Il est là, il est à ton service. Mais parce que on n'a pas besoin de quelqu'un à notre service, on n'a pas besoin de quelqu'un qui se sacrifie. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il lui a dit quand elle est partie. Il lui a dit, j'ai tout sacrifié pour toi, je t'ai fait des enfants pour toi, j'ai choisi de faire des enfants pour toi, j'ai choisi d'avoir ce rythme de vie-là pour toi, j'ai choisi d'avoir cette vie-là pour toi. En fait, il n'a jamais rien choisi pour lui. Et il est là le problème, il est justement là le problème. C'est qu'en plus on nous fait porter une culpabilité énorme quand on s'en va. Mais tu te rends compte, tu l'abandonnes alors qu'il a tout sacrifié pour toi. Donc moi j'avais un ex-conjoint j'avais un ex-conjoint très citadin qui vivait en ville, qui avait un poste très important et qui pour me prouver et qui pour encore une petite aparté de ma fille qui nous dit qu'il y a un arc-en-ciel. Qui pour me prouver qu'il était quelqu'un de bien, parce que je sais maintenant qu'il a fait tout ça, parce qu'il avait à cœur de me prouver qu'il était quelqu'un de bien, a quitté la ville, a quitté sa région. Alors bon, il y a des situations qui nous ont poussés à partir aussi, hein, non, on va pas non plus le faire passer pour le gentil de l'histoire. Mais il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil pour moi, vraiment. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui s'est retrouvé à la campagne avec un terrain de 2 hectares à entretenir alors qu'il avait une terrasse de 100 mètres carrés dans son attique à Genève, qui s'est retrouvé au milieu des poules, des machins, alors qu'il avait des costumes 3 pièces taillés des plus grands couturiers, et qui s'est enfermé dans une vie qui n'était pas la sienne. Tout comme je me suis enfermée dans une vie qui n'était pas la mienne pour répondre à ses besoins en devenant l'épouse, la bonne, la femme de ménage, la jardinière de la baraque, etc., etc. J'ai mis de côté mes projets pro. Ce que je faisais dans les livres, ça lui plaisait pas. Je me suis sacrifiée aussi. Mais en réalité, on n'était ni bon ni mauvais, ni lui ni moi. On était juste 2 personnes qui n'ont pas compris qu'elles n'étaient pas compatibles. Et ça, c'est hélas le cas de beaucoup de gens qui vont aller se mettre dans des relations où ils vont se sentir en sécurité les premiers temps. Et puis, quand les premières non-compatibilités vont apparaître, vont décider malgré tout de s'y enfermer. Mais bon, peu importe. Tout ça pour rappeler que au milieu de ça, il y a des phrases qu'on se dit, qu'on entend, et qui nous empêchent justement d'enclencher la 3e et de faire le grand saut, et qui sont les injonctions ordinaires. Moi, j'ai beaucoup entendu « tu vas jamais t'en sortir financièrement ». Et ben écoutez, il est vrai qu'il y a des moments où je ne m'en sors pas du tout. D'ailleurs, la preuve en est, j'ai des crédits de partout, j'emprunte de l'argent de partout. Mais pour autant, je suis heureuse. Je suis profondément heureuse, je vis une vie incroyable, j'ai 2 petites filles magnifiques, j'ai des amis incroyables, j'ai un travail que j'adore, je développe mon activité, j'ai une maison qui fait 10 fois moins que 2 mètres carrés que mon ancienne maison, mais que j'aime comme mon petit nid et mon petit cocon. Et le bonheur, il est là. Il est là, mais il faut le dépasser. Il faut sortir de tout ça. Et c'est très dur. C'est très dur. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous faire croire que c'est facile. Sinon, ça m'aurait pas pris autant de temps. Sinon, j'aurais pas mis autant d'années après cette séparation pour enregistrer ce podcast. Parce que ça fait 3 ans que je suis divorcée. Et avoir le courage de tout quitter, j'aurais pu trouver le thème bien avant. Donc, ça prouve qu'il y a des choses que j'avais pas encore digérées. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. Moi, il y a beaucoup l'ombre de mon ancienne vie, de la culpabilité de tout ce que j'ai brisé,
qui a plané. Hein, moi, j'étais quelqu'un de très restreint dans ma vie de couple, de très étouffée, qui s'est étouffée elle-même pour rentrer dans le moule de ce qu'elle pensait bien pour la personne avec qui elle partageait sa vie. Et ça, c'est très dur de sortir de ça. C'est très dur de se dire un jour, ok, allez, non, là ça va plus, je m'en vais. Le regard des autres, hein, on en revient à ça. J'essaye de pas trop m'éparpiller, mais ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Pour ma part, ça a été vraiment sur l'argent. Les gens se sont vraiment interrogés sur comment j'allais vivre, comment j'allais m'en sortir, comme si mon ex-mari payait absolument tout, alors que en réalité, je crois que je n'ai fait que ça durant 7 ans, payé. Mais là n'est pas le sujet. Et puis, par exemple, ma meilleure amie, elle a été énormément jugée parce que, vous comprenez, elle est partie pour un autre homme. Alors ça, partir pour un autre homme. Oh, incroyablement, au moment où elle est partie pour David, je donne des noms, moi je suis complètement folle, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, toi au moins, t'es partie pour toi. » Et je vais vous dire la vérité, je suis pas partie pour moi. Je suis partie parce que j'ai aimé, j'ai profondément aimé quelqu'un avec qui je n'ai absolument pas refait ma vie après mon ex-mari et qui m'a donné l'élan de partir parce qu'il m'a regardée d'une manière où je me suis sentie désirée, aimée, vivante. Et même si il s'est jamais rien passé de concret entre lui et moi, je pense que peut-être, je ne sais pas au final, je ne sais pas. Je serai toujours là-bas. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, ce serait mentir de dire que je suis partie entièrement de mon propre chef. Alors bien sûr, j'ai reconstruit ma vie toute seule. Bien sûr, je n'ai jamais été en couple avec la personne en question. Bien sûr, j'ai levé mes fonds toute seule. Bien sûr, j'ai demandé de l'argent toute seule. Bien sûr, j'ai tout fait toute seule. Je suis pas partie, j'ai pas pu me reposer sur l'épaule de quelqu'un ou dans les bras de quelqu'un ou dans les mots de quelqu'un. Donc, ça n'a pas été évident. Mais ça ne rend pas forcément les choses plus évidentes pour autant parce que là où je n'ai pas été jugée, je sais que des personnes portent le poids du jugement lorsqu'elles partent pour une autre personne. Je crois qu'il faut arrêter avec cette putain de croyance, pardon, excusez-moi, je suis vulgaire, judéo-chrétienne de la personne qui part et qui quitte est une mauvaise personne, elle trahit sa famille, elle trahit ses enfants, elle trahit son conjoint, mais en fait, personne n'appartient à personne. Vous qui m'entendez et qui êtes en train d'écouter ce podcast en vous demandant est-ce que je fais le bon choix, est-ce que j'ai bien raison, parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce questionnement et qui écoutent cet épisode. Est-ce que j'ai raison de tout quitter, de tout plaquer, de faire souffrir? Vous n'allez faire souffrir personne. La seule personne qui souffre actuellement, c'est vous qui êtes enfermé dans ce schéma qui n'est plus le vôtre. Personne n'appartient à personne. Laissez partir ce qui doit partir et accueillez ce qui doit arriver. Et peut-être que dans 10 ans, dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 7 ans, vous ne serez de nouveau plus avec cette personne. Mais c'est la vie. Je dis pas qu'il faut partir à vos premiers problèmes, qu'il faut tout envoyer péter, qu'il faut tout laisser tomber. Mais il faut être un peu réaliste au bout d'un moment et il faut décider de se choisir. Se choisir. Et quand on se choisit, croyez-moi, ça change absolument tout. Vraiment. Donc, pour un petit peu comprendre et terminer sur cet épisode qui est assez intense, je trouve, au final, pour un petit peu comprendre et ce qui vous bloque et d'où ça vient, je vous invite vraiment à observer autour de vous et à observer les croyances de votre famille qui sont je vous invite à écouter mon podcast sur les croyances limitantes qui va beaucoup vous aider et je vous invite aussi à voilà, une fois que vous l'aurez écouté, je pense que ça fera pas de mal en lien avec ce thème-là. Je vous invite vraiment à repérer les croyances limitantes de votre famille. Moi, les croyances limitantes de ma famille, c'était une femme ne peut pas s'en sortir seule, une femme a besoin d'un homme, un homme qui entretient sa femme, même si il est violent, il faut rester. Voilà, j'ai pas de jugement sur les femmes de ma famille qui fonctionnent comme ça. Elles ont elles-mêmes hérité de croyances et j'ai juste décidé de casser les miennes. Pour autant, si je les ai souvent trouvées et jugées après ma propre séparation, aujourd'hui, avec le recul et tout l'amour que je porte à ma famille, je me rends compte que
c'est leur histoire, c'est leur parcours et qu'elles doivent le vivre comme elles ont décidé de le vivre et que je n'ai aucun jugement à avoir là-dessus. Je suis libre de faire mes propres choix. Pour autant, je ne suis pas apte à juger ceux qui ne font pas les mêmes que moi. Et ça ne veut pas dire que les miens sont meilleurs que les autres. Toujours est-il, en tout cas, que en observant les croyances de votre famille, vous allez détecter les vôtres. Et je connais quelqu'un qui est avec une personne et en couple et ils sont pas heureux. Très clairement, ils sont vraiment, vraiment pas heureux. Et la croyance de cette femme, justement, qui ne part pas, je pourrais aussi parler des croyances de lui qui ne part pas, hein, mais là, je parle d'elle parce que celle que je connais, c'est « je n'arriverai pas à élever mes enfants seuls ». Quelque chose la persuade qu'elle n'arrivera pas à élever ses enfants seuls, qu'elle ne sera pas une assez bonne mère et que si lui n'est pas là, ses enfants vont partir en vrille. Et ça, c'est une croyance limitante, les amis. C'est une croyance qui doit provenir de ses propres parents qui ont dû lui dire, plus petite, tu sais, quand il n'y a pas de père dans une famille, il n'y a pas d'éducation. Voilà. En gros, je ne sais pas si c'est le cas, je ne la connais pas assez pour ça. Je pourrais citer plein d'exemples de gens que je connais qui sont en couple et qui sont malheureux. C'est terrible. Parce que vous savez, moi, je crois profondément en l'amour, je crois profondément au couple, je crois profondément en la passion, en la rencontre, en l'intensité et même en la fusion. Vous voyez, je ne suis pas autrice de romance pour rien. L'amour, le couple, la romance, ça guide ma vie. C'est dans mes tripes, c'est dans mon cœur et je sais que une histoire comme ça m'attend moi aussi et j'ai plus aucun doute là-dessus. Mais pour autant, je suis bien obligée de constater que je suis entourée. Eh bien non, j'allais vous dire, je suis entourée de gens qui sont malheureux en couple et en fait, je me rends compte, c'est merveilleux, je suis en train de conscientiser quelque chose en même temps que je vous enregistre cet épisode, que justement, la plupart des gens qui étaient malheureux en couple que je connais, ceux qui me semblent toujours malheureux ne font plus partie de ma vie, de mon entourage. Et encore une fois, c'est mon prisme. Peut-être qu'ils sont en réalité très heureux, mais non. Ça se voit. Et je suis à présent entourée que de gens qui puent l'amour, mais qui respirent l'amour, mais qui sont heureux d'avoir décidé de tout plaquer, de tout recommencer. Et c'est merveilleux. Je pense à ma copine à qui je viens de faire le déménagement. Je pense à une de mes meilleures amies, Océane, qui a 23 ans et qui vit un amour incroyable à 23 ans. C'est génial. Et qui a eu le courage de tout recommencer sa vie, elle aussi, à 23 ans, même si elle a... Je dirais, si, elle a quitté quelqu'un pour ça. Et elle a tout recommencé à 23 ans. C'est incroyable. Je pense à ma meilleure amie. Et je me rends compte, c'est quand même oufissime, que je pense à mon amie Mélanie qui a traversé une épreuve terrible avec son compagnon et qui les a rendus tellement plus forts aujourd'hui. Il faut, croyez-moi, dans leur situation, il faut aussi beaucoup de courage à tous les deux. Et ça m'émeut d'en parler pour sortir de là où ils étaient. Et je me rends compte que je ne suis à présent entourée que de gens heureux en couple qui ont tous, mais vraiment tous sans exception, eu le courage de tout recommencer. Et j'ai envie de pleurer en vous disant ça parce que, au final, je crois que, comme je vous le dis si bien dans mon podcast sur la manifestation, notre extérieur est le reflet de notre intérieur. Et je suis tellement à présent prête pour l'amour et j'ai tellement digéré tout ce que j'ai laissé quitter et j'ai tellement abandonné toute cette culpabilité, ces objectifs et ces croyances limitantes que il y a à mon avis beaucoup de probabilités pour que l'amour au sens romancé du terme se décide à bientôt arriver dans ma vie. Je manifeste. Enfin bref, tout ça, on arrive à la fin de l'épisode et je m'égare dans ma joie romantique. Tout ça pour dire que vraiment, si vous voulez, si il vous manque la dernière petite impulsion, si vous vous dites ok, ça résonne quand même beaucoup en moi ce qu'elle me dit là, mais comment je fais? Pourquoi? Et puis non, je peux pas parce que ça me fait trop peur, parce que je vais devoir changer de pays, parce que... Observez les gens autour de vous, observez les couples d'amis autour de vous, observez les couples professionnels autour de vous, observez les couples amicaux autour de vous, voilà, les duos d'amitié, les duos professionnels, observez vos relations que vous avez avec votre patron, observez votre relation que vous avez avec votre fratrie, observez la relation que vous avez avec vos parents, et vous allez voir les réponses, elles vont tomber
du ciel. Mais vraiment, moi, par exemple, je vous donne encore un exemple, longtemps j'ai été employée et longtemps j'avais des patrons, mais complètement tyranniques, narcissiques, manipulateurs, incroyables, et j'ai été longtemps mon propre bourreau, ma propre manipulatrice et ma propre narcissique. Je me critiquais, je m'auto-flagellais à longueur de temps. Et quand j'ai commencé et que j'ai décidé de me nourrir, quand j'ai décidé de nourrir autre chose en moi, de m'apporter de plus en plus d'amour, et que je suis partie et que je me suis... Eh bien, je me suis libérée et j'ai décidé de devenir ma propre patronne et d'être un tyran pour personne et surtout pas pour moi-même. Mais vraiment, c'est en fait le conseil, ce troisième et dernier point ne se tient qu'à ça. Observez autour de vous. Observez les relations que vous avez avec les gens et vous comprendrez la relation que vous avez avec vous-même et vous comprendrez pourquoi vous n'avez pas encore fait ce dernier pas qui vous ouvrirait les portes de ce changement, de cette liberté, qui vous donnerait la clé pour sortir de votre propre prison. Y a rien de plus passionnant que de s'observer, que de prendre le temps d'observer les gens qui nous entourent, d'observer les relations qu'on a avec les autres pour comprendre, vraiment. Et surtout, écoutez ce podcast sur les croyances limitantes, le mien, mais peu importe, vous pouvez en trouver d'autres et vous verrez qu'en fait, tout est extrêmement lié. Et voilà, on en revient à cette espèce d'injonction que j'avais moi sur tu ne peux pas vivre seul, tu ne pourras pas te débrouiller financièrement seul, tu n'es bonne à rien seul. Hein. Moi, ça, c'était les phrases de mon père qui gérait mes comptes, qui contrôlait l'argent énormément chez moi. Donc, j'ai toujours été avec des hommes qui avaient un gros problème avec le fait de dépenser. J'ai toujours eu un gros problème moi-même pour gérer mes comptes. Je me suis enfermée dans tout ce type de relation. Et j'ai continué, même après mon divorce, à attirer des hommes qui avaient vraiment un problème avec l'argent. Et je suis en train de travailler sur cette, justement, relation à l'argent parce que j'ai envie de me sentir en sécurité et dans l'amour avec l'argent parce que j'ai envie d'attirer à moi quelqu'un qui aura la même vision que moi. Voilà. C'est à peu près tout. Et en fait, cet épisode pourrait faire 10 heures, tellement il est long et tellement il touche à plein de points et à plein de sujets. Alors, mes enfants en font, c'est catastrophique. Heureusement que vous m'avez pas entendu hurler après avoir mis sur pause pour leur demander de se taire. Je pense qu'elles se sont pris les engueulades de leur vie ce soir. Mais il faut dire que je suis très en retard. J'ai été malade. J'ai mis très longtemps à enregistrer cet épisode. Je l'enregistre au dernier moment. Je dois encore programmer toute la programmation. Et elles sont là et elles hurlent comme des petits démons, comme des petites gremlins derrière. Mais je les aime parce que justement, j'ai eu le courage de changer de vie aussi pour elles. Parce que... je crois que c'est sur ça que je vais conclure. Je suis vraiment restée les dernières années de ma vie parce que je désirais profondément être mère et que j'avais cette procédure d'adoption en cours et que j'étais tellement terrorisée à l'idée de perdre cette procédure d'adoption si je quittais mon mari, puisque devant le service adoption, on présentait tellement bien, tout le monde trouvait qu'on était le couple idéal, parfait pour cette adoption. Et je vous dis, un mois avant la signature de l'adoption, j'ai été au service et je leur ai dit que je divorçais, que je me séparais de mon ex-mari. Ça a été un enfer. Un enfer, vraiment, parce qu'il a fait des choses horribles à ce moment-là. Mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai failli perdre mes enfants. Mais tout ça, je crois que je l'ai bien expliqué dans le podcast sur mon parcours de maman adoptante. Et pour autant, je crois que une fois qu'on traverse la peur, on arrive dans l'amour, et une fois qu'on est dans l'amour, plus rien ne nous fait peur. Voilà. Je pense que je ne pouvais pas mieux conclure cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité. Je suis contente de revenir. Je vais vraiment essayer de me tenir maintenant à ces épisodes bimensuels. Je vous invite aussi à me retrouver sur la chaîne du Cheval Guide, sur la chaîne de Julien Junot, voilà, où je co-anime d'autres épisodes, puisque j'adore les podcasts, c'est pas nouveau, et que j'adore collaborer sur ce genre de format. Je vous mettrai tous les liens dans la description et je vous retrouve après mes vacances en août pour de nouveaux épisodes. Le prochain épisode sera un épisode enregistré justement avec Juliette Guénin de Instagram, et ça traitera de sexualité, les amis. Nous allons parler de cul.
parce que c'est un thème et un sujet avec lequel j'ai souvent été fâchée, dans une ambivalence, dans une ambiguïté, dans une dualité permanente. Et c'est un sujet comme l'argent avec lequel je suis en train de faire la paix. Et je pense que ça va être très intéressant pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, et principalement mon audience qui est à 99% féminine, de comprendre et de faire la paix avec cette partie de nous, cette partie liée au désir, liée à la sensualité, à la chair et à l'expression de sa jouissance. Car les amis, je vous le rappelle, vous avez le droit de jouir. À bientôt sur un nouvel épisode, à bientôt sur cette chaîne, à bientôt tout court sur Instagram. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité, je vous embrasse.